Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal de ce jeudi 8 août 2024. Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC et ses complices ont été condamnés à mort ce jeudi 8 août 2024 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a souligné son rôle en tant que chef hiérarchique dans ses activités criminelles. Gisèle Etoko. Corneille Nangaa et ses complices sont condamnés à la peine de mort par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré à la prison de Ndolo. Cette prononcée a eu lieu après des plaidoiries de la partie civile et avocats de la défense. La juridiction a dit poursuivre ce prévenu pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Ils sont accusés d'avoir commis ces infractions sur la population des territoires de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu de février jusqu'à ces jours. Il leur est reproché d'avoir créé un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Tous les prévenus ont été condamnés à payer à la RDC $1 milliard pour tout préjudice confondu. La Cour ordonne son arrestation immédiate et la confiscation de ses biens. Dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les coups de blessure administrés à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extorsion d'un colis de minerais et $100 américains commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Boussoro, territoire et province, territoire de Seno, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du M23. Les prévenus ont 5 jours à dater de ce jeudi 8 août 2024 pour interjeter appel. Et en réaction contre la condamnation de Corneille Nangaa et consort à la peine de mort, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, d'indiquer qu'ils vont veiller à l'application de la peine de mort contre tous les prévenus tels qu'arrêtés par la Cour militaire. Aussi promet-il de porter plainte devant la Cour pénale internationale CPI contre Kagame. Regardez. C'est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu ou les arrêts qui viennent d'être rendus soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours prévues par la loi pour que nous puissions nous assurer. Alors, nous assurer de la mise en application de la peine de mort et des autres peines qui ont été arrêtées par... Mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler. Nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du 3e déferment de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie est du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soient engagées contre M. Paul Kagame. Et sinon,
nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis de cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel, ce sanguinaire, Monsieur Paul Kagame. Et puis dans un autre chapitre, sachez que la réunion d'experts congolais et rwandais en renseignement s'est clôturée ce jeudi 8 août 2024 à Luanda. Les délégués étaient dans la capitale congolaise pour discuter de la situation de sécurité et de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de la rencontre était de discuter du plan de neutralisation de FDLR proposé par le médiateur et parvenir à un accord sur un plan harmonisé. Les experts ont jusqu'au 15 août 2024 pour soumettre leurs recommandations à la prochaine réunion ministérielle prévue plutôt ce mois d'août. Un conseil de ministres restreint présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plutôt mercredi 7 août 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, y avait pris part. Le compte-rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. Sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication. Et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc, sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des prix des denrées qui ont été ciblés à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée. Une réunion de sécurité a eu lieu ce jeudi 8 août 2024 à la Chambre haute du Parlement entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et le président du Sénat, Pascal Kindwelo. Au menu, le dernier incident malheureux qui ont accompagné les dépôts de candidature de sénateurs désirés à occuper le siège du bureau définitif du Sénat. Reportage Nancy Leka.
Cette réunion de sécurité entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et le président du Sénat Pascal Kinduelo a tourné autour des derniers incidents malheureux qui ont accompagné le dépôt des candidatures des sénateurs désirés occuper les sièges du bureau définitif. Les deux personnalités ont condamné de manière véhémente ces incidents et ont souhaité que cela ne se reproduise plus, car le siège du Parlement demeure sacré et inviolable. C'est pourquoi ils ont pris des dispositions particulières pour sécuriser au maximum la journée du samedi 10 août consacrée uniquement à l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. En effet, toutes les voies d'accès au palais du peuple seront barricadées afin de filtrer toutes les entrées et sorties. De même, une sécurité maximale sera perceptible à l'intérieur pour éviter les casses et autres dégâts. Et puis, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a mis la main sur le présumé auteur de la bagarre qui a éclaté au palais du peuple mardi 6 août 2024, provoquant de casse et autres actes de vandalisme. Au total, 221 personnes ont été arrêtées, occasion pour le commandant de la police de Kinshasa de rassurer la sécurité de l'élection du bureau définitif du Sénat. Regardez. Les présumés auteurs de la bagarre qui a éclaté au Palais du Peuple le mardi 8 août 2024, provoquant des casses et autres actes de vandalisme de ces hauts lieux, à l'occasion du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat, sont tombés dans le filet de la police. Ils sont au total 221 personnes qui ont été arrêtées. Parmi eux, les militants de l'IDPS. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, les a présentés au public. Occasion pour lui de rassurer quant à la sécurisation de l'élection du bureau définitif du Sénat. Soulignant que ne peut arriver à l'hémicycle du Palais du Peuple le jour de cette élection que les personnes concernées, dont les sénateurs. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. 19 personnes ont été retenues provisoirement comme candidats du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement à la présidence. 3 candidats. Il s'agit de l'honorable sénateur Afani Idriss Mangala, Jonas Mukamba ainsi que Jean-Michel Sama Lukonde. À la vice-présidence, honorable sénateur Kalala Wakalala José Christophe Lutundula. 4 personnes comme candidats rapporteurs. Il s'agit de Jean-Baptiste Manissa Saïdi, Kalumba Mwanangongo Kazadi Kankonde et Ngu Dianza Nerfetiti. Nancy Ileka. 19 personnes ont été retenues provisoirement comme candidats du bureau définitif du Sénat. En effet, 3 candidatures ont été retenues à la présidence. Il s'agit de celle de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du plus âgé de tous les sénateurs de cette législature, le patriarche Jonas Mukamba, et du sénateur Afani Idriss Mangala, porté par l'UDPS. À la première vice-présidence, les sénateurs José Kalala Wakalala et l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, vont se départager. À la deuxième vice-présidence, l'ancien président de cette chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, sera prise avec le sénateur Corneille Isengende Lobokeka
et l'ancien ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Eustache Muyanzi Mumbembe. 4 candidats ont été retenus au poste de rapporteur. Il s'agit de Jean Bamanisa Saïdi, Justin Kalumba Mwanangongo, Ivan Kazadi Kankonde et Nefertiti Ngundiaza Boïka, Nefertiti Ngundiaza Bayokissa. Seuls 2 candidats vont concourir au poste de rapporteur adjoint. Il s'agit de Jean-Claude Baïnde et Tafé et Salomon Idikalonda. Par contre, 3 candidatures ont été retenues au poste de questeur. Il s'agit de celle de la sénatrice Carole Aguito, de Moïse Ekumbolongulu et Sylvain Mukengesha Kabongo. 2 candidats, par contre, au poste de questeur adjoint. Il s'agit de Isabelle Kabambawa Umba et Pascal Omanabitika, dont la candidature a été mise sous réserve. D'après son calendrier réaménagé, le Sénat a prévu l'élection prévue pour le samedi 10 août 2024. Reste à savoir si toutes les candidatures seront retenues définitivement. Et puis sachez également, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience mercredi à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et agriculture, conduit par diplomate américain en République démocratique du Congo. Gisèle Etoko. Les 2 personnalités, à savoir le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, conduit par la diplomate américaine en RDC, ont annoncé à la chef de l'exécutif national l'aide supplémentaire que leur pays accorde à la RDC afin de soutenir les personnes touchées par les conflits armés et les déplacements est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Être capable de fournir ce dont la région a besoin après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Et les États-Unis. Pour rappel, cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu des États-Unis à la RDC. Au cours du présent exercice fiscal, les États-Unis ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et les programmes de sécurité sanitaire mondiale. Restons toujours à la primature où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection au centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Judith Suminwa était allée se rendre compte de l'achèvement de travaux. Gisèle Etoko, encore une fois de plus. Situé à Kinshasa, le long du boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ce joyau culturel, dont les travaux sont déjà achevés, va ouvrir ses portes au public dans les prochains jours. Et c'est jeudi 8 août 2024. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection de ce complexe culturel pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement des travaux.
Judith Souminoa Toulouka avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication et Médias et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Dès la grande salle de spectacle de 2000 places avec une scène modulable aux chambres des hôtes, passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places, la première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'édifice est prêt pour l'inauguration. Cette grande bâtisse, construite sur un espace de 93 000 mètres carrés, abritera également l'Institut national des arts INA. La première ministre a été visiblement satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de son passage dans ce centre à vocation régionale pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Par ailleurs, afin de s'assurer la pérennité du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, la chef du gouvernement a indiqué que la responsabilité a été confiée à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui en assurera l'unité de gestion du point de vue procédural. De réaction après la sortie médiatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, Jacques Indala, président du mouvement de réveil, ainsi que Jean Kadima, cadre du Force de Patriotes, se sont exprimés au micro de Junior Boulafa et Bruno Ndinga. Suivez. Non, d'abord, je pense que c'était pas le moment pour lui de passer dans les médias. C'était pas pour lui le moment de s'exposer de cette façon-là. Ceux qui l'ont demandé de faire cette interview ne l'ont pas du tout aidé. Tout simplement parce que quand vous suivez le chef de l'État parler, vous avez l'impression qu'il ne maîtrisait pas certaines choses, hein, et dans ses dires, et mais même dans l'expression faciale, vous comprenez qu'il il n'était pas dans ce qu'il disait, raison pour laquelle on y ressort tellement de contradictions, des accusations. Il était peu courtois, n'est-ce pas, avec nous en tant que Congolais, et surtout avec ses compatriotes qu'il a presque dénigrés, hein, en termes d'opposants. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là. Il n'est pas, lui dénonce. On n'est pas au niveau d'un chef de l'État qui dénonce, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Quand on dit FCC, c'est Kabila, M23, c'est Kagame. Et où on place l'effort du progrès? Effort du progrès, c'est qui? Mobondo, c'est qui? Le reste là, c'est qui? C'est quoi en fait? On est dans quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il avait très bien introduit cette question-là, cette réponse-là à la question de savoir la place de l'opposition. Mais il y avait un dédain, hein, opposant. Vous sentez qu'il hésitait un peu. Après, il dit Fayoulou n'a jamais reconnu les élections. Kabila, le FCC, celui, il prépare une insurrection. Katumbi versatile. C'est un peu ça, un manque de respect aux leaders d'opposition. Et deuxièmement, ce qui est grave, c'est que quand il parle de Fayoulou, il oublie que lui, en 2011, avec son père, avait refusé reconnaître les résultats des élections remportées par M. Kabila. Eh ben, vous savez, le président de la République est la personne la mieux informée de la République. Dès lors qu'il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a tous les éléments prouvant que le Messie est en train de préparer ce qu'il prépare. D'où je ne peux ne pas vraiment le contredire à ses propos, dès lors que ça vient que de sa bouche. Donc, ce M. Kabila, bien sûr, qui
qui est le commanditaire numéro 1 de l'AFC de Corneille Nangaa. Bien sûr que nous sommes dans un pays démocratique et dès lors qu'il y a ce genre de révélations, la justice doit s'en occuper. On parle santé à présent. Le programme élargi de vaccination PEUV Antenne Kinshasa contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 5 ans a organisé mercredi 7 août 2024 une caravane motorisée dans la partie est de la capitale Kinshasa. Une activité rendue possible grâce à l'appui technique et financier de partenaires de la santé, notamment OMS, UNICEF et CDC. Nancy Ileka. Dans le cadre du lancement de la 3e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 5 ans, le programme élargi de vaccination PEV Antenne de Kinshasa a organisé le mercredi 7 août 2024 une caravane motorisée dans la partie est de la capitale. C'est là, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'OMS, l'UNICEF et le CDC. Cette caravane motorisée a eu comme point de départ le siège de la direction provinciale du PEV, situé sur l'avenue des Tropiques à la première rue Limété, en passant par le petit boulevard, le grand boulevard, les communes de Limété, Lemba Super puis Terminus, en contournant la commune de Matete pour la commune de Massina, Djili, Sainte-Thérèse, en retournant à Massina, Kinkole, pour enfin chuter en Nsele. À tous ces endroits où l'équipe de la caravane est passée, les sensibilisateurs ont martelé sur l'avantage de la vaccination en appelant les parents à faire vacciner massivement leurs enfants concernés par cette tranche d'âge contre cette maladie dangereuse et mortelle qui entraîne souvent la paralysie des membres inférieurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut espérer que les parents vont suivre cette recommandation lancée par les sensibilisateurs du PEV pour ne pas compromettre la santé et l'avenir de leurs enfants. Et puis cette réaction plutôt qui nous vient de Kassindi dans la province de Nord Kivu au sujet de résultats de l'examen d'État où l'on a assisté à l'échec profond des élèves finalistes des options techniques, notamment électricité générale, construction sociale et pédagogie. Pour le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Antenne Sinakop de Kassindi, Tembo, Malupi, Kisokolo, cela est dû à la non-conformité du programme national, car, dit-il, plusieurs écoles de ces coins du pays utilisent encore le programme de 2007, 2009 et 2010. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les résultats n'a pas satisfait. Le problème est complexe. Ce problème peut être lié à la pédagogie par exemple. Le programme change du jour le jour au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Et nous avons toujours un grand retard par rapport au changement des programmes. Les uns utilisent le programme 2009, les autres 2010. Il y a déjà 2017, 2020. C'est pourquoi nous courons derrière un problème. Les uns sont en train d'utiliser, oui, les aciers documents, et les autres utilisent le système éducatif actuel avec l'apparition de la technologie. Nous avons des partenaires éducatifs. Notre focalisation, c'est sur la défense des intérêts des enseignants. Maintenant, l'ANAPECO peut suivre maintenant ces systèmes-là. Les inspecteurs itinérants, c'est ça leur problème. Actuellement, nous avons un problème. Les problèmes du niveau programme national, les problèmes du niveau politique par rapport au programme. Il y a un programme qui arrive à l'ouest, mais nous, parvenir à trouver ce programme, ça demande 5 ans. C'est pourquoi nous avons une difficulté. Comme le système éducatif anglais, qui a commencé avec le système DAS, le programme DAS, DAL, a commencé en 2021 au niveau de Kinshasa. C'est aujourd'hui que nous, maintenant, nous commençons ça. Un écart de combien d'années? De 3 ans. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. On se retrouve encore demain à la même heure. Au revoir.